Un jour de 1976, une jeune fille de 14 ans entre dans l'histoire. Nadia Comaneci, sous le regard de millions de téléspectateurs, réalise un exploit sans précédent aux Jeux Olympiques de Montréal. Une icône vient de naître. Mais Nadia Comaneci vivait en Roumanie, une des plus dures dictatures du bloc de l'Est, au plus fort de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. La République socialiste de Roumanie était alors dirigée d'une main de fer par Nicolae Ceausescu, à une époque où les exploits sportifs ne pouvaient être qu'instrumentalisés à des fins de propagande politique. Voici l'histoire de cette petite gymnaste devenue une légende. L'histoire de Nadia Comaneci, telle qu'elle a choisi de la raconter elle-même, bien des années plus tard. Comaneci Nadia. Présent. Vous savez ce qu'on dit à propos des histoires? Qu'il y a toujours 3 versions. La vôtre, la mienne et la vérité. Voici mon histoire. Je suis née en Roumanie le 12 novembre 1961, 3 mois après la construction du mur de Berlin. Mes parents, Georgi et Stefania, m'ont appelée Nadia Elena Comaneci. Nous vivions à Onesti, un village caché au creux des Carpates roumaines. Pour me comprendre, il faut connaître le peuple roumain. Ses guerres, ses révolutions, ses souffrances. J'avais 1 an quand elle est née. On vivait une période de transition, ça je peux vous le dire, après les années sombres de l'occupation russe. La Roumanie était en ruine. L'intelligentsia et les personnalités politiques avaient péri dans les goulags communistes. Ce n'est qu'avec l'arrivée au pouvoir de Ceausescu que le pays a connu une période d'ouverture. Mon premier souvenir de l'histoire roumaine remonte à 1967. J'avais 6 ans et Nicolae Ceausescu devenait premier secrétaire du Parti communiste roumain. Il a été le seul dirigeant communiste à condamner l'invasion de Prague par les Russes en 1968. Pour ma famille comme pour de nombreux Roumains, Nicolae Ceausescu était un symbole d'espoir et d'ouverture. C'est ainsi que les dirigeants occidentaux ont été amenés à considérer Ceausescu comme un chef d'État ouvert d'esprit, qui pourrait servir de pont entre l'Ouest et l'Est.
Nicolae Ceausescu était un homme dévoué à son peuple. Il a ouvert la Roumanie au monde extérieur. Nous avions une industrie, une agriculture et un secteur du bâtiment performant. Notre pays est devenu un pays développé. Dans ce climat général d'ouverture, des ouvrages intéressants ont commencé à être publiés. Les écrivains, les peintres, et de la même façon les sports, ont prospéré. Le syndrome Nadia Comaneci faisait partie de ce paysage. Un jour, un grand Hongrois moustachu est entré dans ma salle de classe et a demandé « Qui sait faire la roue ?» Cette simple question a littéralement changé ma vie. 2 petites filles ont levé la main. Nous, on sait faire la roue. Ok, faites-moi voir ça. C'était elle. Ces 2 petites blondinettes, c'était Nadia et sa camarade Viorica Dumitru. Ça alors, venez au gymnase de suite. À l'époque, on nous avait proposé de diriger l'école de gymnastique qui venait d'ouvrir à Onesti. On a dit oui. Évidemment, en tant qu'équipe et couple, Marta et moi, on se partageait les responsabilités. Marta s'occupait de la préparation artistique, de la poutre en particulier, mais aussi des exercices au sol. Moi, j'ai toujours été responsable du saut de cheval et des barres asymétriques. La condition physique des filles, c'était moi aussi. J'étais discrète. Je ne cherchais pas à me distinguer des autres gymnastes. Multe ori ne se pune întrebarea aceasta, de ce Nadia este așa de serioasă? De ce nu își manifestă cu exuberanță sentimentele? Ea este un om serios, un caracter care mai mult se interiorizează. Nadia nu este un om comunicativ, dar este simpatică și drăguță cu colegele sale și cu cei care sunt apropiați de ea. La première fois où je suis entrée dans le gymnase, j'ai tout de suite su que ma place était là. J'étais stupéfaite par sa taille et par les perspectives de jeu de chaque appareil. Quand j'ai rencontré Nadia, elle avait les pieds sur terre. Elle était comme nous. Elle était très honnête et modeste. C'était une fille très modeste. La gymnastique m'amusait. Bella surveillait mes arrières. Je savais qu'il ne me laisserait pas me faire mal. J'adorais m'entraîner avec lui, je n'avais peur de rien. Cu puțină muncă nu se realizează nimic. Tout ce qu'elle faisait, elle le faisait à fond. Et ce n'était pas facile. Je souffrais énormément à force de m'entraîner si dur, constamment et sans répit. J'ordonne, les filles, 10 pompes. Je me retourne, et combien elle en avait fait? 20. C'est Nadia, c'est ma battante, celle qui va devenir une grande star. J'en faisais toujours plus que ce que Bella et Marta me demandaient. J'ai mis des mois à apprendre les mouvements les plus simples. Je revenais m'entraîner jusqu'à maîtriser totalement le moindre geste. Je voulais être parfaite. La Roumanie connaissait une véritable ouverture culturelle. Les talents florissaient, nos compagnies théâtrales étaient invitées dans des festivals à l'Ouest. Et puis en 1971, il s'est rendu en Chine. Et ça a été la fin. Mao a montré à Ceausescu un modèle de société qui lui a plu. Lorsqu'il est revenu en Roumanie, il a tout fermé. Le gouvernement roumain finançait des programmes olympiques car les athlètes représentaient une vitrine pour le pays. Une manière de montrer la puissance de nos dirigeants. De mon côté, j'étais très honorée d'intégrer une équipe d'élite. On travaillait 6 jours sur 7, 4 heures d'entraînement et 4 heures d'école. On suivait un régime alimentaire strict, des portions précises de viande, de légumes et de lait. Bella et Marta croyaient en la discipline et étaient terriblement exigeants. On était déjà entraînés comme des professionnels. En 1970, j'ai participé aux championnats nationaux. C'était ma première grande compétition. J'avais 9 ans. J'ai fini 13e. J'étais furieuse
humiliée, mais surtout déterminée à ne plus jamais commettre les mêmes erreurs. À l'époque, les Soviétiques dominaient ce sport. Ils le dominaient totalement. Des athlètes magnifiques, très bien préparés. Un mode d'entraînement basé sur la performance, perfectionné par un programme très centralisé. Pour le monde extérieur, on était un seul et même bloc communiste. Mais mon Dieu, quelle rivalité. Tout le monde les pensait imbattables. Imbattables. Nous, on s'en fichait qu'elles soient imbattables. Ce qui nous intéressait, c'était nos toutes petites filles qui, de jour en jour, se rapprochaient un peu plus du plus haut niveau. Les compétitions ont atténué ma frustration et ma colère. Je voulais me surpasser, être meilleure que tout le monde. Mon premier succès, c'est en 1972, à une compétition amicale. J'ai remporté la médaille d'or au concours général. Les filles de mon équipe n'avaient que 10 ans, alors que nos adversaires avaient souvent plus de 20 ans. Un tel niveau chez de si jeunes gymnastes, c'était du jamais vu. Les gens disaient « Bella débarque avec ses gymnastes qui ont l'air de venir de maternelle. C'est complètement ridicule. Que vont-elles faire dans la cour des grands ?» Je proclame l'ouverture des Jeux olympiques de 1976, célébrant la 21e Olympiade de l'ère moderne. En arrivant à Montréal, j'ai été époustouflée. Par le village olympique, par sa taille, par le nombre d'athlètes et toutes ces disciplines sportives dont je n'avais jamais entendu parler. Je me souviens surtout que tout était gratuit. J'ai découvert les pizzas, le beurre de cacahuète et les cornflakes. Pour moi, tout était moderne, bizarre, mais excitant. C'était merveilleux. Tout le monde était excité. C'était les Jeux Olympiques. Malheureusement, les médias n'accordaient absolument aucune attention, mais alors aucune, à l'équipe roumaine. Ici pour débuter une démonstration très acrobatique. Votre cote auprès des médias attire l'attention du public et des juges. Ça s'est passé comme ça à Montréal. La grande équipe d'Union soviétique qui captive tous les regards arrive. La compétition était en fait un duel entre les Soviétiques et les Roumains, et personne d'autre. Tout le monde attendait les gymnastes russes. Olga Korbut et Ludmila Touricheva, mes idoles. On venait d'un pays si petit, personne ne savait où c'était. Notre petite équipe roumaine passait totalement inaperçue. On faisait notre entraînement normalement, mais je sentais la frustration monter en moi de jour en jour. Je me répétais, notre heure va arriver. La partie la plus difficile, c'est l'attente. Mais une fois que la compétition commence, je n'ai plus peur. Chaque fille était concentrée pour effectuer un parfait enchaînement, très contrôlé, très bien exécuté. Ça a très bien commencé, avec un très haut score dès le début, qui a continué à monter. Notre score était déjà de 9-9, ce qui est très très haut. Pour finir, c'est au tour de Nadia de passer au bar asymétrique, son fameux passage au bar.
impeccable. Enfin, la note s'affiche sur le tableau et c'est un grand 1.0. 1.0. On était... comment vous dire? On a cru que c'était une erreur. Je suis prêt à foncer sur le jury et là je vois Nadia qui s'approche, les yeux écarquillés. Mesdames et messieurs, pour la première fois dans l'histoire du sport, un 10 parfait, du jamais vu. A treia notă de 10 la paralele pentru Nadia Comaneci. Fantastic, fără precedent. C'était... Oh my God. Oh mon Dieu. Pour un peuple qui n'avait pas beaucoup d'occasions d'être heureux, ça a été un grand moment. De quoi pouvait-on se réjouir à l'époque? Pas grand-chose. Nadia Comaneci, Roumanie. The Olympic champion steps up and a real smile. She's got it again. An extraordinarily composed young lady of 14. Au final, j'ai remporté 7 fois la note parfaite de 10 et 5 médailles olympiques, dont 3 d'or. Cet exploit m'a rendu célèbre dans le monde entier. Personne ne peut savoir qui va entrer dans l'histoire, ni comment le gérer. Quand notre avion a atterri, j'étais loin d'imaginer ce qui m'attendait. Des milliers de Roumains étaient venus m'acclamer. J'étais dépassée et effrayée. Toutes ces années sans intéresser personne, et là, les gens se bousculaient pour me toucher. On nous a emmenés à une cérémonie officielle et Ceausescu a personnellement remis un prix du gouvernement roumain aux entraîneurs et aux gymnastes. Scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, sunt foarte emoționată, pentru că nicio medalie și niciun titlu din lume nu valorează cât distincția pe care ți-o acordă țara ta. Din mâna celui mai iubit fiu al României, părintele îndrăgit al tineretului patriei noastre, dumneavoastră tovarășe Nicolae Ceaușescu. Ceausescu et sa femme lui ont réservé un bel accueil. Ils l'ont reçu et lui ont remis une médaille. Héros du travail socialiste, la plus prestigieuse des décorations. C'était une manifestation évidente de l'incontestable grandeur roumaine. Et par association, nous aussi avions le sentiment d'appartenir à cette lignée de talents, capable de produire de tels génies. Nadia Comaneci était devenue plus importante que Ceausescu. J'étais devenue un trésor national. J'avais donné une bonne image de mon pays, une image que nos dirigeants voulaient protéger à tout prix. Pour la première fois, notre pays avait une des meilleures équipes internationales de gymnastique. Avec la Russie et les États-Unis, la Roumanie était dans les 3 premières.
Je suis allée à Montréal, j'ai gagné et fait la fierté de mon pays. Et puis je suis repartie en bus, pas en limousine, avec le sentiment du travail accompli. Qu'est-ce que ça a changé pour moi? Rien. Mon père n'avait toujours pas de voiture. Ma mère était toujours femme au foyer. J'ai reçu un peu d'argent du gouvernement, mais pas grand-chose. Après tout, mon pays était communiste. D'après les médias et l'opinion publique, je vivais un véritable conte de fées. J'étais riche, j'habitais un château, je dînais toutes les semaines au palais de Ceausescu. Rien de tout cela n'était vrai. Je suis retournée à l'entraînement. Pas le temps de me reposer sur mes lauriers. La gymnastique n'était pas en jeu. Je voulais être la meilleure. Elle restait. Bella n'était pas du genre à me dire que j'étais parfaite. On pensait toujours à la compétition suivante. Bella voulait que ses gymnastes soient à la hauteur pour montrer son talent d'entraîneur. Il est devenu plus sévère. Comment diable est-ce que je vais faire pour garder ces enfants sur le droit chemin, en ne changeant pas leur quotidien, en gardant leur discipline habituelle? Comment j'ai fait? Eh bien, j'ai tout simplement écarté tout le monde. Je n'ai autorisé personne à entrer dans l'arène, le gymnase, pendant nos entraînements. Je le trouvais surprotecteur et en tout cas à mes yeux, trop autoritaire. Pourquoi vous ne souriez pas beaucoup, Nadia? Parce qu'elle pense toujours à ses exercices. Nicolae Ceausescu faisait pression sur nous. La gymnastique avait rendu la Roumanie célèbre dans le monde entier et nous étions donc censés gagner toutes les compétitions. Nous payions le prix de toutes leurs manœuvres politiques. Nous n'étions que des petites filles et ils avaient fait de nous des pions dans leur jeu d'échecs. Avec tout le battage médiatique autour de l'équipe et tous les honneurs que nous avons reçus de la part de Ceausescu, les mesures de sécurité ont bien sûr été renforcées pour notre protection, mais aussi pour éviter que l'idéologie et le mode de vie occidentaux gangrènent notre pays. Nadia était un symbole de la perfection communiste. Voici le genre d'enfant que notre État peut éduquer, les talents compétitifs à l'extrême qu'il peut engendrer. C'était une enfant de l'ère Ceausescu. Je crois que ça a été dur pour Bella de gérer le début de mon adolescence. Je voulais grandir comme n'importe quelle fille. Je voyais les autres filles sortir avec des garçons, aller au cinéma. Tout ça m'a déconcentrée. Quand vous vous entraînez 8-9 heures par jour, pendant des années et des années, toute votre enfance, toute votre adolescence, que vous n'avez aucun ami et que tout ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous mangez est contrôlé, vous vous sentez comme une marionnette. Vous avez le sentiment de ne pas pouvoir être vous-même. En grandissant, je ne voulais plus que Bella contrôle ma vie. Mais je ne lui reproche rien sur mes débuts. Sa méthode a fait de moi une grande gymnaste. Un jour, pendant l'entraînement, toute une délégation débarque. Il y a ce mec en particulier, avec une veste en cuir, Nicu Ceausescu. Je ne savais pas qui c'était. En arrivant, il s'exclame « Oh, c'est mes petites filles !» Je lui ai dit « Tes filles? Tu es qui? Mais qui es-tu, bon Dieu? Virez-moi tout ça !» J'ai dit « Mettez-les dehors !» J'avais mis dehors le grand président des jeunesses communistes, Monsieur Ceausescu Junior. Sur le moment, je n'ai pas réalisé que je venais de me tirer une balle dans le pied. Les rapports des services de renseignement attestent que les relations entre mademoiselle Nadia Comaneci et son entraîneur Bella Caroli se sont détériorées. Suite à des incidents répétés,
Nadia Comaneci a été transférée à Bucarest sur ordre personnel de M. Nicuzor Ceausescu. La surveillance était généralisée. Comme dans tous les pays, les services de renseignement étaient chargés de collecter des informations et de s'occuper de ceux qui ne respectaient pas la loi. D'après ce que j'ai compris à l'époque, le gouvernement a pris la décision de nous séparer, Bella et moi. On m'a emmenée à Bucarest. Officiellement, les Karoli étaient envoyés à Deva pour créer un nouveau centre d'entraînement. Bella dit qu'il n'a pas été informé de mon départ. Il était choqué. Mais plus tard, j'ai appris que Ceausescu n'avait jamais aimé Bella à cause de ses origines hongroises. Il a dit « Je refuse de partager la célébrité de Nadia avec un couple de sales Hongrois. Nous devons lui trouver de nouveaux entraîneurs, de vrais Roumains. » À Bucarest, mon nouvel entraîneur était beaucoup plus détendu. Je m'amusais, j'allais au cinéma, en discothèque. Je dormais beaucoup, je regardais la télé. Je menais une existence très sédentaire. Cela me plaisait de ne pas avoir d'emploi du temps, mais en vérité, je vivais mal cette désorganisation. Je m'y sentais flottante, incertaine. Elle a eu des difficultés à s'adapter à cette nouvelle vie plus libre, plus solitaire, coupée du seul mode de vie qu'elle connaissait. Entraîne-toi dur, obéis aux ordres. Tu es notre trésor national. On attend beaucoup de toi. Où que tu ailles, tout le monde veut obtenir quelque chose de toi. Peut-être qu'elle n'était pas bien entourée. J'avais perdu 6 mois. Avec la puberté et l'excès de nourriture, j'ai pris du poids. C'était dur de voir mon corps changer. Le mariage de mes parents était en difficulté. Leur divorce m'a rempli d'anxiété et de tristesse. De plus, mon gouvernement m'avait promis plus de liberté, mais 3 agents d'État campaient à l'extérieur de ma chambre et gardaient un œil sur moi. Je détestais être surveillée, scrutée et constamment observée. C'en était trop. J'ai entendu dire qu'elle avait absorbé quelque chose qui l'avait rendue, qui avait sérieusement mis sa vie en danger. Il y a eu beaucoup de rumeurs à l'époque. Et aujourd'hui encore, certaines personnes pensent que j'ai tenté de me suicider. Oui, j'étais très malheureuse, mais non. Je n'ai pas avalé d'eau de Javel. Elle aurait accidentellement avalé le contenu d'une bouteille. C'était du détergent. Les gens ont dit que c'était une tentative de suicide, mais je n'en sais pas plus. Mon niveau de gymnastique a souffert de tout ça. Je n'étais plus en condition pour concourir. Je me disais que tout était fini. Les championnats du monde approchent et il faut qu'elle participe. Ceausescu l'a ordonné. Elle doit participer. Le Premier ministre roumain vient donc me voir et il me dit « Bella, je te le demande de nouveau. Reprends Nadia, fais-le, vas-y, on a besoin d'elle. » Je lui ai dit qu'il était absolument impossible de renverser la situation en 5 semaines, parce qu'elle n'était plus du tout en condition physique. Elle avait grandi de plusieurs centimètres et elle avait pris du poids. Et surtout, elle n'était pas, mais pas du tout en bonne condition physique. J'aurais pu tout simplement arrêter, mais je n'abandonne jamais. Je ne fuis pas devant un défi. Je le relève. En 1978, je suis revenue à la réalité. 5 semaines ne suffiraient pas à rattraper une année sans discipline. Me réadapter a été très dur. On voyait bien que quelque chose clochait chez Nadia. Elle n'était plus ce petit garçon manqué qui volait dans les airs de façon presque surnaturelle.
Elle était devenue humaine et on voyait qu'elle luttait pour accomplir ses enchaînements. Le pire, c'était les barres asymétriques. Les figures difficiles étaient presque impossibles à faire. Je n'étais plus assez forte et rapide. Après les championnats du monde, les médias ont dit que j'étais finie. J'ai décidé de ne pas les écouter. On a entendu dire que Ceausescu était très déçu par nos résultats, surtout par les miens. C'était très étrange d'imaginer que le chef de mon pays s'intéresse à mes résultats. Encore plus étrange de comprendre que pour lui, ils avaient une répercussion sur l'image de son gouvernement. Cette compétition m'a appris l'humilité. J'étais la seule responsable de cet échec. Je voulais à tout prix effacer cette expérience de ma mémoire. Après Strasbourg, je me suis dit qu'elle allait tout laisser tomber. Mais non. On est retourné à Deva. Dès le matin, course à pied, pompe, traction, un entraînement dur, cruel. Béla a fait ce qu'il avait dit. Ça a été une véritable torture. J'étais épuisée. Je pouvais à peine marcher en sortant de l'entraînement. C'était vraiment inhumain. Et pourtant, il fallait y arriver et recommencer. Bien sûr, nous étions trop intimidés pour oser dire quoi que ce soit. Nous souffrions beaucoup et continuellement. Béla me poussait beaucoup, mais il n'a jamais vraiment su où étaient mes limites. La gymnastique n'a jamais été un sacrifice pour moi. Nadia Comaneci, nous la retrouvons au bar asymétrique. Au bar asymétrique où à Montréal, elle avait obtenu plusieurs 10 et où à Strasbourg, elle avait laissé passer toutes ses chances de gagner le titre mondial avec une chute, vous vous en souvenez vraisemblablement. Je voulais montrer aux médias et au monde entier ce dont j'étais capable. Je voulais redevenir la meilleure. Point final. C'était une toute nouvelle championne. Magnifique, vraiment magnifique. La nouvelle Nadia, longue et fine, magnifiquement dessinée. Demi-tour, coupé écarté. C'est très très joli comme enchaînement. Elle a vraiment changé son programme. Et la même sortie, mais cette fois-ci par-dessus la barre inférieure. Être une championne, c'est repousser ses limites. J'étais transformée. J'étais de retour au sommet. C'est-à-dire, ce qui étonne chez Nadia, c'est la maîtrise corporelle. Et voici la sortie, double vrille, elle a gagné. Pas de faute, donc elle est championne d'Europe. Ma relation avec Béla a commencé à changer. Il m'a peu à peu traitée comme une adulte et m'a consultée sur l'entraînement. Je voulais tout contrôler. Mais ce n'est qu'une illusion, surtout dans un pays communiste. J'étais au summum de mes capacités. Pendant ce temps, en Roumanie, les gens mouraient de faim. La vie en Roumanie est devenue de plus en plus dure. Il était très difficile de trouver de la nourriture. Quand on voyait des gens faire la queue quelque part, on y allait, que ce soit pour des œufs, de la viande, et on attendait, dans l'espoir d'obtenir quelque chose. La vie était dure pour tout le monde. Toute la nourriture de notre pays était exportée. J'avais remporté de nombreuses compétitions internationales, et pourtant je n'avais rien. Tout ce que j'avais de plus que les autres, c'était 2 petits pains, donnés par un ami qui travaillait dans une boulangerie. Oui, je bénéficiais d'une faveur, mais aucune du gouvernement. Tout le monde avait du mal à trouver à manger. Întregul popor va merge ferm sub conducerea comuniștilor spre cele mai înalte culmi de progres și civilizație. Les années 80 ont marqué une période de durcissement dans la politique de Ceausescu. C'était un régime d'austérité, d'autocratie et de fermeture. Il avait décidé de régler toutes les dettes du pays. Cela représentait plus de 12 milliards de dollars. Des coupures ont été faites dans l'eau,
le chauffage et l'électricité. On peut dire que la Roumanie a été le seul pays européen où les lumières se sont éteintes au propre comme au figuré pendant 10 ans. À l'époque, je ne m'intéressais pas à la politique. Tout ce que je savais, c'était qu'aux Jeux Olympiques de Moscou, on allait concourir contre nos plus grands adversaires, les Russes. À Moscou, nous nous jetions tout droit dans la gueule du loup. Nous allions affronter les Russes sur leur propre terrain. Le premier jour des Jeux Olympiques, Bella nous a donné une tape dans le dos et nous a dit qu'on pouvait y arriver. Je n'y suis pas vraiment arrivée. Une fois qu'on a fait une erreur, rien ne peut la réparer. C'est fait, c'est tout. Je crois que la nation entière en a eu le souffle coupé. On n'était pas habitué à voir Nadia tomber. Elle était notre petite étincelle dans la nuit. Durant cette période politique qui était tellement difficile pour notre pays. Tout le monde la voyait un peu comme notre sauveur. Nos très bonnes performances pendant les épreuves en équipe nous ont placés en deuxième position, juste derrière les Russes. Malgré ma chute au bar, il me restait encore une chance de remporter l'or au concours général. The tension here, unbearable. A slight hesitation there. 9-9, remember? Only good enough for silver. Well, it was a fine performance. Whatever the score, it may not be enough, but it's a delight to see her back. That's the test of a true champion. And Bella Karolyi congratulates her. She came through so well. She had a little step back on landing, and she had a little step on the beam. She needs 9.95 for gold. 9.9 only good enough for silver. Karolyi waits. Nadia waits. And there's no way that those ladies will be hurried. They certainly haven't hurried all night. With that, the gold goes to Yelena Davidova. And sad though it is, that is a proper result. Les médias aiment les rivalités et les héros. J'ai remporté une médaille d'or au sol et notre équipe a été très performante. On est arrivé deuxième. Les Roumains détestaient ces Russes qui nous avaient volé la victoire. J'ai entendu dire que Bella avait eu de gros problèmes à son retour en Roumanie, parce qu'il avait perturbé les Jeux Olympiques de Moscou. Il a dû expliquer au comité central pourquoi il avait insulté nos amis soviétiques. Je me suis dit que cette fois-ci, ils allaient m'arrêter et m'emprisonner. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Je ne le saurai jamais. Sans doute parce que nous étions trop connus. Un an plus tard, en 1981, la Fédération de gymnastique m'a appelé. Un groupe de gymnastes roumaines allait partir en tournée aux États-Unis. Bella et Marta allaient diriger la tournée. La meilleure partie du voyage, c'est quand on a pris le bus avec un groupe de gymnastes américains. Ils nous ont fait écouter leur musique et nous avons essayé de communiquer. Le directeur de la Fédération de gymnastique était aussi du voyage, avec plusieurs membres de la Securitate. Je n'ai pas compris ce qui leur prenait de m'envoyer aux États-Unis. J'avais officiellement démissionné de ma place d'entraîneur de l'équipe nationale. Et je n'avais donc plus d'obligation. Je ne sais pas. C'était sûrement un piège.
nous envoyer là-bas, entourés d'agents de la police secrète. Vers la fin de la tournée, on m'a accusé de colporter de fausses histoires auprès des médias occidentaux, de proférer des accusations contre notre système, contre Ceausescu. Alors on a compris qu'à notre retour au pays, c'était la prison qui nous attendait. Mais on pensait aussi à notre fille restée en Roumanie. On savait qu'il pourrait utiliser Andrea pour faire pression sur nous. Alors on a discuté longtemps. Et au matin, nous avions pris notre décision. On doit rester. On ne peut pas retourner là-bas. Nadia est la seule à avoir remarqué. Elle m'a dit « Bella, qu'est-ce qui se passe ?» Et je lui ai répondu « Nadia, je ne rentre pas. » Changer le cours de sa vie et celui de sa famille en une nuit, sans garantie de succès, est une décision terrible à prendre. Après la fuite de Bella et sa femme, l'étau s'est resserré autour d'elle. Je pense que Nadia était sous surveillance. Il voulait connaître ses moindres faits et gestes. Elle avait trop d'importance pour le régime. Après la fuite des Karoli, ma vie a beaucoup changé. Je ne pouvais plus quitter la Roumanie. Le gouvernement avait peur que je m'enfuie aussi. Je n'avais personne à qui me confier. À l'époque, 2 Roumains sur 3 étaient des informateurs. J'ai commencé à me sentir prisonnière. En fait, je l'avais toujours été. Bien sûr, les personnalités importantes de l'État et du parti étaient placées sous surveillance pour savoir comment ils se comportaient, surtout ceux qui voyageaient à l'étranger. C'était comme ça à l'époque, et pas seulement chez nous. C'était pareil aux États-Unis et dans les autres pays. Si vous n'avez pas d'informations sur les gens, comment faites-vous pour les contrôler? C'est la vie. Nadia Comăneci, cea mai strălucită reprezentantă a școlii românești de gimnastică. Dar referindu-ne numai la performanțele olimpice, cu care dintre acestea vă mândriți mai mult? Care v-a dat cea mai mare satisfacție? Cea mai mare bucurie a mea a fost atunci când, sărbătorindu-se sportivii care au participat la Olimpiadă, am primit din mâna președintelui țării mele, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, titlul de erou al muncii socialiste și medalia de aur Seceraș Ciocani. À cette époque, j'étudiais l'éducation physique à l'université. J'ai commencé à fréquenter le fils du président, Nicu Ceausescu, qui travaillait dans le même bâtiment. Il y avait des rumeurs sur nous, car on nous voyait ensemble à des soirées. Mais il y avait toujours d'autres personnes avec nous, on n'était jamais seuls. C'était un coureur de jupons. Il était né avec une petite cuillère en argent dans la bouche. Tout ce qu'il voulait, il l'obtenait. Si Nicu voulait Nadia, elle était à lui, simplement parce qu'il était lui. Nadia n'a probablement pas eu son mot à dire. Nicu Ceausescu entretenait une relation secrète avec Nadia Comăneci. C'était une jeune fille inexpérimentée. Il l'aimait bien, mais ce n'était qu'une simple liaison. Il ne voulait pas l'épouser. Elena Ceausescu était contre cette relation. Elle n'aimait pas qu'on s'approche trop près de son fils Nicușor. Elle était née mauvaise. Elena Ceausescu était un vampire. On dit que dans les années 80, Elena Ceausescu est devenue encore plus puissante que son mari, et surtout plus cruelle. Elle dirigeait la Securitate. Personne ne pouvait la défier. Heureusement, je n'ai jamais eu affaire à elle, car il n'y avait rien entre Nicu et moi.
Jusqu'à sa fuite, Nadia était condamnée à être seule. Je ne vois pas qui aurait eu le courage de l'épouser. Je continue à croire qu'elle avait été placée sous surveillance. En 1984, j'avais 23 ans. Et il était temps pour moi de prendre ma retraite de gymnaste. Personalități ale gimnasticii internaționale mi-au făcut onoarea de a fi prezenți la manifestarea organizată cu prilejul retragerii mele din activitatea competițională. Îmi vine greu să accept că de aici înainte nu voi mai concura, nu voi mai trăi emoțiile specifice. Après ça, la fédération de gymnastique m'a recrutée pour entraîner de jeunes gymnastes. Un travail comme un autre. J'étais comme tout le monde. J'avais du mal à m'en sortir. Je gagnais environ $100 par mois. Ce n'était même pas suffisant pour payer les factures de chauffage. Alors ma mère a trouvé du travail comme caissière dans un supermarché local. Je ne crois pas qu'à cette époque, elle connaissait un sort très différent de celui d'un employé d'usine. Bien sûr, elle était toujours invitée aux cérémonies officielles en présence de personnalités internationales. Elle était un symbole. Mais est-ce qu'elle comptait vraiment pour eux? J'en doute. Ceausescu n'appréciait pas qu'elle soit si populaire. Non, il n'aimait pas ça du tout. Tout le complexe Ceausescu, toute leur paranoïa, se fondait sur l'idée que Nicolae et Elena Ceausescu devaient être les seuls héros, les seules personnes à apparaître constamment à la télévision, dans les journaux. Il ne fallait surtout pas leur faire de l'ombre. Or, Nadia aurait éclipsé n'importe qui. Peut-être qu'elle a refusé de jouer le rôle qui lui avait attribué. Peut-être qu'elle était trop difficile à contrôler, trop indépendante. C'est peut-être pour cette raison que petit à petit, elle a été mise à l'écart. Je ne faisais plus partie du cercle des favoris des Ceausescu. Je n'avais donc aucune perspective d'avenir. Il aurait fallu que je maîtrise le jeu politique, mais ce n'était pas le cas. Je n'avais plus de statut à part et cela me manquait. On m'interdisait de voyager, je n'avais aucune relation intime, et je devais me battre chaque mois pour trouver de quoi manger. J'ai réalisé un jour que j'étais dans une impasse. On a entendu dire qu'il y avait des signes de changement partout ailleurs en Europe de l'Est. Mais moi, j'étais toujours du mauvais côté. Nous savions qu'il y avait du mouvement au sein du bloc de l'Est. Mais il était très difficile pour nous d'imaginer qu'on en finirait un jour avec le communisme et que la famille Ceausescu perdrait le pouvoir. Nous pensions que ça ne s'arrêterait jamais. In Hungary, the Iron Curtain shows its first signs of collapse. The communist world is shocked when soldiers begin dismantling the 150-mile barbed wire fence separating Hungary from neutral Austria. Dans les rues de Leipzig à Berlin, des centaines de milliers de manifestants réclament la fin du monopole politique du Parti communiste. En dépit d'un assouplissement des permissions de voyage à l'étranger, l'exode continue. The demands for reform are pouring out. Free elections. 24 novembre, 14e congrès du Parti communiste, Nicolae Ceausescu est réélu à l'unanimité. Malgré tous les changements extérieurs, Ceausescu a été réélu. Ce cauchemar ne finirait donc jamais. Quand j'ai commencé à rêver de m'enfuir, j'ai eu l'impression de revivre. La liberté était possible, mais il fallait risquer très gros. Est-ce que j'en étais capable ? Je ne pouvais pas parler de mes projets à ma mère et à mon père sans les mettre en danger. Seul mon frère Adrian était au courant.
il comprenait ma décision. Pour une personne qui réussit à s'enfuir, beaucoup échouent et se font déporter ou emprisonner à vie s'ils n'ont pas déjà reçu une balle dans le dos en passant la frontière. Tout a commencé le jour où je me suis rendue à une fête chez un ami. Sa maison était très proche de la frontière. C'est là que j'ai rencontré 6 autres candidats à la fuite. L'un d'eux avait déjà essuyé 3 échecs. Un soir, nous nous sommes rendus chez cet ami pour la dernière fois. En sortant de chez lui, on s'est enfui. On devait suivre l'homme qui avait déjà tenté de fuir 3 fois. 6 heures de marche, sur des terrains difficiles pour atteindre la frontière hongroise. Cet homme nous a donné quelques conseils de dernière minute. Si vous entendez un bruit derrière vous, ne courez pas, car si c'est un garde, il vous tirerait dessus. Essayez de vous déplacer silencieusement et ne parlez pas. On a atteint un lac gelé. La glace s'est brisée. On avait de l'eau jusqu'aux genoux. J'ai prié pour que mes parents aillent bien et qu'aucun mal ne soit fait à mon frère. On a compris qu'on avait atteint la Hongrie en voyant une pancarte avec une inscription qui n'était clairement pas en roumain. On nous a mis dans une voiture et emmenés au service de police hongrois. Quand ils ont vu mes papiers d'identité, ils m'ont tout de suite proposé de rester en Hongrie. On a finalement atteint l'Autriche. Je me souviens avoir franchi la porte de l'ambassade américaine à Vienne et avoir dit à la première personne que j'ai croisée que j'étais Nadia Comaneci et que je demandais l'asile. Que voulez-vous faire, m'a-t-on demandé ? Je veux aller aux États-Unis. J'étais enfin libre. Il y aura toujours des débats sur le moment qu'elle a choisi pour fuir le pays. Est-ce qu'elle savait quelque chose? Est-ce qu'elle avait anticipé les événements? La fuite de Nadia Comaneci, peut-on dire qu'elle a bien profité du régime en place à Bucarest, que c'était une privilégiée? C'était la vie facile pour elle. Elle avait tous les portes ouvertes. Elle était tellement intégrée au système Ceausescu. Le geste de Nadia Comaneci est lourd de conséquences pour le régime de Nicolae Ceausescu. Les Roumains apprendront que leur petite poupée ne pouvait plus vivre sans liberté. What was the reason that you felt impelled finally to escape? I wanted to have a free life. Nadia, could you just tell us when you planned your escape? How long you've been thinking of leaving? Long time ago. I had in my mind few years. Were you aware of the impact this would have on the Romanian government right now? It's not my business. No more privacy. It's not my business. I want to say just few words. I'm very happy because I'm here in America and I wanted from long time to come here. Considerând aceasta, Après 1989, Nadia Comaneci a fait sa vie aux États-Unis. Depuis lors,
Elle n'a jamais voulu s'exprimer sur ses rapports avec le régime de Ceausescu. I think it's a happy ending. What do you think?